Je me présente, je m'appelle Florian Gau, je suis bruxellois. Je suis fraîchement diplômé en gestion de l'environnement urbain. Si je galère un peu à trouver mes mots et à constituer des phrases, c'est parce que j'ai fêté ce diplôme hier et donc je n'ai pas appliqué la sobriété hier. Et voilà, on va attaquer tout de suite. Donc on va faire une approche, on va faire un zoom pour vite fait expliquer le fonctionnement du système. On va arriver sur Paris. Rapidement, donc le système est animé par une source d'énergie principale qui est le Soleil. Sa zone d'influence est appelée l'héliosphère. Autour du Soleil, il y a une zone habitable, c'est une coquille vide où l'eau peut être à l'état liquide. Et il y a deux planètes qui sont dans cette zone habitable, c'est la planète Terre et Mars. Il n'y a pas de vie sur Mars parce qu'il n'y a pas de cycle de l'eau sur Mars. On va beaucoup parler du cycle de l'eau parce que c'est avec ça, avec le cycle de l'eau qu'on va permettre de s'adapter au réchauffement climatique. Et s'il n'y a pas de cycle de l'eau sur Mars, c'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et s'il n'y a pas d'atmosphère, c'est parce qu'il n'y a pas de magnétosphère qui permet de préserver en fait l'atmosphère en déviant le vent solaire. La magnétosphère est permise grâce à un deuxième réacteur nucléaire qui est celui responsable de l'énergie géothermique, donc de la défragmentation de l'uranium dans la couche terrestre, dans la croûte terrestre, dans la géosphère. Et voilà. Alors, donc, la biosphère, c'est un terme qui a été inventé par Vladimir Vernadsky, donc il est considéré comme le Darwin de l'écologie. La biosphère, Vladimir Vernadsky l'a définie comme l'écosphère. L'écosphère est un terme qui est venu par après. Et en général, aujourd'hui, on parle plus de la biosphère comme étant uniquement ce qui est vivant. Pierre Teilhard de Chardin est un des théoriciens de cette définition plus précise de la biosphère. La biosphère, elle peut être séparée en deux, une biohydrosphère et une biogéosphère sur le milieu terrestre. Et on voit que le vivant a développé du complexe argilo-humique, donc pour faire vraiment une véritable éponge sur le cycle de l'eau et préserver l'eau pour pouvoir notamment réguler le climat. Et on voit que les villes ont fait strictement tout l'inverse. Donc on a tout imperméabilisé et on fait des réseaux d'évacuation pour tout larguer. Donc là j'ai mis cette photo, je ne savais pas qu'on aurait l'image ici à droite, c'est chouette. Il faut voir les eaux de toiture comme une source, comme une ressource à exploiter totalement. Parce qu'en fait l'eau de pluie, même en ville, est très facile à potabiliser, c'est une eau extrêmement douce. Et donc je vous renvoie vers un site qui s'appelle autarcie.org, le site de Joseph Orzach, c'est un Belge hongrois, mais son site est traduit en 8 langues et éminemment connu. Et donc lui, j'ai été visiter sa maison, il est en autonomie totale du réseau, il potabilise lui-même son eau de pluie. Il faut avoir une citerne calibrée à 160 litres par mètre carré de projection horizontale de toiture pour être suffisamment résilient aux périodes de sécheresse et aux périodes de forte pluie. Et après, cette eau peut être potabilisée par décantage, microporage, et ensuite, si on veut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de virus ou quoi, on fait une osmose inverse. Et là, elle est très pure, elle est quasiment comme de l'eau distillée. C'est une idée reçue, mais l'eau distillée est tout à fait potable en fait. Moi, je ne savais pas ça avant. Enfin, en tout cas, le bonhomme, il a 80 ans, il est en pleine forme. Hop. Et hop, c'est en arrière. Et dans les travaux que j'ai faits dans le cadre de mon mémoire, je me suis dit, on parle souvent d'un réseau séparatif en milieu urbain, alors qu'il faudrait encore plus important qu'un réseau séparatif, c'est faire une citerne d'optimisation du flux, c'est-à-dire utiliser l'eau des douches ou de la vaisselle pour charger cette eau ensuite en matière organique en vue de faire du biogazage. En fait, tout ce qui est charge fermentescible, il faut essayer de la préserver en amont. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dilue les charges fermentescibles, et notamment l'azote qui pourrait être très valorisé en agriculture, et après les stations d'épuration reconcentrent. Et les stations d'épuration consomment énormément d'énergie, et tout ça, on va voir qu'une ville qui a des stations d'épuration, eh ben, de fait, n'est pas parfaitement intégrée. En fait, il faut voir la ville comme une station d'épuration directement. Donc en faisant du biogazage en amont, on préserve la charge fermentescible, on peut produire de l'énergie, et on évite que le réseau rejette aussi des gaz à effet de serre, puisque le réseau va rejeter du méthane, etc. Et les eaux grises, parce qu'on produit plus d'eau grise que d'eau noire, elles peuvent servir directement à l'arrosage des plantes. On va voir qu'il faut mettre beaucoup de plantes pour réguler le climat de la ville. Juste en optimisant le flux, on réduit d'un tiers la consommation d'eau. Donc c'est bien fait. Le fait d'avoir tout imperméabilisé, ça engendre forcément des inondations. Ici, c'est l'hiver 2015, pendant la COP21, si je ne me trompe pas. C'est le plus important. Non, avant, c'était au printemps, c'est après.
C'est après, au printemps. Ouais, plus tard. Et apparemment, ça a été les inondations les plus importantes depuis un siècle, quelque chose comme ça, ou en tout cas depuis très longtemps. Ça, c'est les problèmes qu'on peut avoir en hiver, du fait d'avoir imperméabilisé. En été, on peut avoir le phénomène d'îlots de chaleur urbain. En gros, toutes ces surfaces imperméables ont une forte inertie thermique et vont emmagasiner beaucoup de chaleur du soleil pendant la journée. Et ça va provoquer une hausse des températures. Ici à Paris, j'avais lu pendant la canicule de 2003, les températures étaient 7 degrés supérieures en centre urbain par rapport au parc aux alentours. Alors là, c'est chouette, on voit des enfants jouer, mais on sait que tous nos petits vieux sont en train de crever. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de la ville? On peut faire de la géo-ingénierie en augmentant l'albédo de la ville. Ben, il faut réussir, ce qui serait top, c'est réussir à faire des surfaces de toiture qui peuvent être changées pour l'été, en blanche donc, et en hiver en noir pour emmagasiner la chaleur. Ça, ce serait le top et ça pourrait refroidir. Donc, et ça, c'est uniquement pour les toitures de collecte d'eau. Parce qu'on va voir qu'il faut voir les surfaces soit en collecte d'eau, soit en bon gros complexe argilo-humique qui va permettre de faire fonctionner des plantes et réguler le climat. Alors, l'air conditionné, évidemment, c'est pas du tout la solution. Ça augmente l'îlot de chaleur urbain, puisque pour chaque frigorie, il faut consommer 2 calories. Donc, il faut vraiment, faut pas espérer qu'on s'adapte au réchauffement climatique avec ça. Ça va juste engendrer des boucles de rétroaction et amplifier le phénomène. Dans les mégalopoles intertropicales, c'est très utilisé. Je ne comprends pas, il faudrait faire plutôt des mesures, interdire ce genre de solutions et faire des mesures pour refroidir l'air de la ville globalement, quoi. Donc bon, ça c'est aux politiques de prendre des mesures. Alors les toitures végétalisées, dans les modèles, apparemment ça ne fonctionne pas très bien. C'est très joli, c'est un aspect esthétique incontestable. On a envie de faire un petit pique-nique, mais c'est pas du tout... c'est pas très efficace et ça rend moins efficace aussi la collecte d'eau. Donc moi je préfère vraiment qu'on sépare soit les eaux, les surfaces imperméables à récupérer, soit les surfaces d'absorption et d'infiltration. Un truc qui est bien aussi, c'est les casquettes de toiture pour toutes les de vitres, pour toutes les vitres qui sont exposées au sud. Donc ça permet de quand même garder quand le soleil est bas dans le ciel pour chauffer les maisons, mais d'éviter un effet de serre trop important quand le soleil est haut dans le ciel en été. Donc ça a le rôle d'un volet, mais qui reste en place tout le temps. On pourrait mettre en place des outils fiscaux pour éviter donc, de surchauffer les maisons avec ce genre de système. Alors, ça c'est une coupe de voirie que j'ai dessinée à partir, enfin que j'ai bidouillé avec GIMP à partir de différents dessins. Et donc, c'est faire des voiries qui sont reconnectées au sol. Donc, c'est-à-dire que ici, les revêtements de chaussée ils doivent être totalement imperméables. Et je suis parti d'une hypothèse qui sont... Imperméable ou perméable Perméable, pardon. Perméable. Et je suis parti d'une hypothèse qui sont les chenillards de Lux Kuyten, c'est le bonhomme qu'on voit ici au milieu. Il y a un site qui s'appelle vegetalcity.net, c'est un bruxellois, un architecte à la retraite. Et ces chenillards, donc, ce sont des modules automatiques en libre service qui optimisent leur taux d'utilisation et d'occupation. Et ça permet en fait, quand je fais des petits calculs de coin de table, ça permet de réduire de 95% le parc automobile. Ça permet, ils sont beaucoup moins lourds, hein, il les a imaginés très très légers, ils ne sont pas encore développés, c'est juste des dessins. Mais donc littéralement, s'il y a 20 fois moins de véhicules et qui pèsent 100 kg chacun, et ben, ça fait que le parc automobile il pèse littéralement 500 fois moins en termes de masse. Et donc en termes d'énergie aussi, on a une consommation énergétique très très faible. Là, il s'est connecté à des rails, donc il y a peu de batterie, peu de poids en batterie. Donc je me suis dit, dans tout l'espace libéré, donc toutes ces bandes urbaines remplies de bagnoles aujourd'hui, on pourrait installer des haies pistes cyclables. Donc ça, c'est des haies que j'ai pompées du bouquin Planter des haies de Dominique Soltner. Je les ai un peu taillées pour mettre des vélos dedans. Et voilà. Et donc là, on pourrait envoyer toute l'eau, même les eaux grises, hein, les surverses d'eau grise, donc de douche et tout ça, pourrait être absorbé et phytoépuré directement dans les voiries. Dans les faits, ça pourrait ressembler à ça. C'est le tunnel de l'amour en Ukraine. C'est joli. Et de haut, ça pourrait ressembler à ça. C'est une rue à Porto Alegre. Et en fait, j'ai pompé ces images d'un article qui s'appelle 20 tunnels d'arbres magiques. Et voilà, c'est parce que c'est joli. Alors ça, c'est dans mes travaux, c'est la coupe schématique de l'îlot que j'ai fait. Au milieu, on a le biodigesteur qui fonctionne de façon low-tech avec une éolienne verticale, etc. En gros, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais ça produit un digestat qui est une matière fortement concentrée en engrais, donc qui peut être directement exporté
au lieu d'épurer l'eau et de produire des boues d'épuration, je ne sais pas si vous savez que les stations d'épuration produisent des boues d'épuration qui sont valorisées en agriculture et qui ont malheureusement des déchets, puisqu'il y a toutes les eaux de ruissellement, etc., des huiles moteurs et tout ça qui peuvent se retrouver dedans, donc ce n'est pas des engrais d'excellente qualité, mais ils sont moins pires que ce qu'on dit souvent. Mais donc là, si on optimise le flux et qu'on garde ces charges en amont, eh ben, on peut avoir tout de suite une matière forte, concentrée à valoriser en agriculture. Et on peut fixer, vu qu'il y a des nitrates d'ammonium qui sont considérés comme des engrais chimiques, on peut les fixer directement sur le compost municipal, faire des mélanges de ce type-là pour éviter qu'on ait des engrais de peroxyde d'azote ou quoi. Alors ça, c'est une machine agricole que j'ai dessinée, qui pourrait par exemple valoriser ça vers les agrosystèmes. Et ce qui est important à dire ici, c'est qu'on doit intégrer les villes, aujourd'hui elles sont trop densément peuplées, dans un agro-urbi-paysage, c'est-à-dire qu'un éco-paysage, c'est un ensemble hétérogène d'écosystèmes. La ville idéale, j'en parlerai à la fin, ce serait une ville qui a une empreinte écologique égale à son emprise. Mais là, aujourd'hui, il faut penser à des cycles qui sont exportés vers l'extérieur. On retourne maintenant sur le métabolisme urbain. Le réseau de distribution. Alors ça est arrivé pas loin de chez moi le 7 septembre dernier. C'est en gros le calcaire dans le réseau de distribution, il détruit nos électroménagers, et il détruit aussi les canalisations, donc c'est des phénomènes assez courants en ville. Chez nous, à Bruxelles, on a une eau très très calcaire. Je ne sais pas, ceux qui ont une notion un peu de chimie voient peut-être les degrés français et allemands. En gros, en degrés français, l'eau chez nous, elle est à combien, 30-40 degrés français, ce qui est très élevé à Paris. J'ai vu que c'était 20-30, donc vous avez probablement moins de problèmes de calcaire que nous. Mais donc en gros, en dessous il y a des voies de chemin de fer en fait, c'est une ancienne station de chemin de fer, mais c'est les voies de chemin de fer qui desservent les institutions européennes. Elles ont été recouvertes d'1 mètre de boue, elles ont été déplacées et tout ça, donc maintenant il y a des gros travaux jour et nuit pour remettre en place tout ça. Mais déjà il y a beaucoup d'embouteillages à Bruxelles, mais là maintenant, avec toute la substitution des navetteurs qui reprennent leur bagnole et tout, c'est le bordel complet. Et donc voilà, il faut se dire que le calcaire dans le réseau de distribution a comme effet sur le métabolisme humain. Qu'est-ce qu'il me fait? Il lance tout ça. Bah, il ne veut pas retourner en arrière. Comme effet sur le métabolisme urbain, le même effet un peu que le cholestérol sur le métabolisme humain. Donc si on peut se rendre autonome des réseaux en récupérant l'eau de pluie, pour Bruxelles on peut arriver à une autonomie totale. Ici pour le Paris, les 20 arrondissements, il y a une densité démographique trop forte. J'ai rapidement fait des calculs de coin de table, mais en gros, on pourrait penser une autonomie de 50% du réseau si on récupère bien toutes les eaux et qu'on cherche à les potabiliser. Juste pour comprendre, le trou d'avant, c'était quoi? Alors, c'est une canalisation qui a pété, et Bruxelles, c'est beaucoup de sable. Donc, la canalisation en pétant, elle a envoyé tout plein de sable dans le réseau d'évacuation, qui a fini par tout larguer sur les voies ferrées. Mais ça arrive souvent, hein. C'est des scénarios qui arrivent. Non, pas à Bruxelles, mais même en général en ville. En Bruxelles, ça arrive de temps en temps. Donc, alors, du côté du réseau d'évacuation, donc vu qu'on largue tout dans nos charges fermentescibles, et notamment les graisses dans les réseaux d'évacuation, et là on a un autre événement d'actualité, c'est un gigantesque fatberg, ils appellent ça, à Londres, un gros bouchon de 130 tonnes de graisse qui bloque le réseau. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il faut savoir que la graisse a une matière organique quasiment égale à sa matière fraîche. C'est vraiment un truc en termes de biogazage qui produit beaucoup de biogaz, et ça fout le bordel dans les réseaux, alors que si on gardait ça en amont, on pourrait produire du biogaz. C'est quand même bien dommage. Donc moi, ma grosse conclusion sur le réseau d'évacuation, je pense qu'il faut essayer donc de s'en rendre autonome. Il faudrait que ça commence par des petits quartiers et tout ça, mais on ne peut pas faire d'un coup tout le réseau, et retransformer ce réseau d'évacuation, bien l'imperméabiliser cette fois, et le transformer en zone de stockage d'eau. Parce que l'eau, elle permet de réguler le climat par latence d'enthalpie. En faisant évaporer, en arrosant les plantes, et ben on sait que l'évapotranspiration des plantes diminue la température. Globalement, en arrosant, oui, j'ai oublié de le dire, mais il suffit d'une pluie pour que l'îlot de chaleur urbain soit annulé, parce que le pouvoir calorifique de l'eau absorbe tout ça. Donc garder beaucoup d'eau en amont, par exemple l'eau qui tombe en hiver, qui tombe plus d'eau en hiver, pour pouvoir l'utiliser pour lutter contre les canicules en été, ça permettrait d'augmenter la résilience face au changement climatique. Et s'il était trop tard, donc là c'est une image que j'ai pompée du film Inception. Peut-être que c'est New York dans la deuxième moitié du siècle, on ne sait rien. Peut-être que la Trump Tower va s'effondrer
les fondations bouffées par les vagues. On verra. Hein. Le Luke Skeleton dont j'ai parlé avant, il a un site qui s'appelle Vegetal City, et lui, il montre dans ses conférences ce qu'il appelle donc les cités végétales, qui pourraient être des cités faites avec de l'architecture végétale, c'est-à-dire qu'en gros on cherche à faire pousser un arbre et à le transformer en maison, et qui pourraient donc former des villes qui absorbent le circuit de carbone tout en accueillant les réfugiés climatiques, s'adapter en absorbant des déchets. C'est comme ça que fonctionne le vivant. Je ne sais pas si des gens s'intéressent au mouvement du biomimétisme, mais c'est vraiment un mouvement qui redonne de l'espoir et tout ça, c'est très intéressant. Et donc là, j'ai dessiné cette ville, que j'ai appelée la cristée végétale parce qu'elle a une forme de cristaux, et j'ai fait sur base d'îlots triangulaires parce que c'est mieux pour optimiser les déplacements. Les zigzags sont moins gros par rapport au plan hippodamien. Et donc là, j'ai fait une première maquette, c'est une maquette pleine de jeux, sur une friche à Bruxelles. Malheureusement, donc c'est en saule, je ne sais pas si vous voyez le saule des vanniers. Avant, on utilisait tout le temps des rejets de saule, c'est très flex pour faire de la vannerie, donc des paniers, etc. Et le saule a une propriété de se bouturer extrêmement facilement, donc on peut faire de la vannerie vivante, on appelle ça, ça existe depuis le Moyen-Âge. Et là j'ai fait donc, cette maquette, c'est une maquette pleine de jeux, si vous voulez, d'un élément d'îlot. Malheureusement, tout est mort à cause de la sécheresse, on a connu la pire sécheresse depuis 40 ans, et le saule a besoin de beaucoup d'eau. Donc voilà, les difficultés sont encore à venir, c'est sûr. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez aller sur mon Facebook. Mais je vous accepterai peut-être pas dans mes amis parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gros dossiers qui sont là depuis que j'ai 13 ans, comme cette photo par exemple. Mais vous pouvez toujours me contacter par message privé ou blogger@techmate.com. Je n'ai pas encore de site, donc pour le moment je dépends de Mark Zuckerberg et Bill Gates pour pouvoir communiquer avec vous. Voilà, merci.